Je félicite et remercie le prof Mpoy pour avoir, avec des amis, cette idée de rassembler les anciens de Leuven, de Louvain, Louvain donc à Belgique. L'idée est née au moment où nous avons célébré nos professeurs émérites. Nous n'avons plus d'association qui puisse réunir tous les anciens de l'université de Louvain. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici. Et je vous remercie pour votre initiative d'avoir pensé aux émérites. Et cela nous va droit au cœur. J'ai envie de dire, nous avons servi. Nous avons servi et nous avons fait des enfants et des petits-enfants. C'est que nous pouvons servir de conseils. Et je pense que nous servons de conseils à nos plus jeunes, à nos autorités, à nos institutions, pour essayer d'indiquer des pistes qui nous conduisent à des solutions pertinentes de nos problèmes. Ce pays qui fait pleurer nos parents, nos grands-parents et toutes les personnes qui aiment la RDC. Donc il faut que nous, les intellectuels, nous puissions faire les choses autrement, peut-être autrement. Leadership au sommet de l'État, je ne dis pas nécessairement. Il faut d'autres formations. Pour que ce leadership change, il faut d'abord que les gens fassent les choix. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts gens, dit-on. Quand vous choisissez une faculté, choisissez un métier, vous devez en connaître les tenants et les aboutissants, l'essence même de ce que vous avez choisi, de votre choix. Et aujourd'hui, les problèmes importants pour moi, c'est le changement de mentalité. Pour changer de mentalité, il faut se référer de ce qui existait. Ce qui existe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une belle rencontre, c'était de belles retrouvailles et nous avons échangé notamment sur ce que nous devrions faire, nous qui avons eu la chance, le privilège. J'invite avec insistance toutes les personnes de ma génération. Très souvent, et en particulier nous les professeurs, nous constatons le déficit parmi nos étudiants. Et c'est très courant parmi les professeurs de blâmer ces jeunes pour leurs insuffisances. Mais nous devons nous rendre compte que ces jeunes sont les produits de ce que nous, leurs parents, nous, leurs formateurs, nous avons fait. Ils ne peuvent pas, la plus belle fille du monde, comme on dit, ne peut donner que ce qu'elle a. Et ces enfants, ces jeunes, aujourd'hui, ne donnent que ce qu'ils ont. Si leur formation, leur éducation est déficiente, c'est la faute à nous, leurs parents. Ce n'est pas la faute à eux. Ce sont des victimes.
sais, moi. Sinon, je risque de ne pas passer tout ça. Quand même un peu de... Pardon. Ça, hein. Non, pas beaucoup. Chez moi, on n'en mange pas. Pas de ça. Oui, Les fourchettes sont là-bas. On peut entrer ici.
Bon, je crois qu'avant de commencer, bon, je félicite et remercie le prof Mpoy pour avoir, avec des amis, cette idée de rassembler les anciens de Louvain, Louvain donc à Belgique. Et pour cela, vraiment, nous disons merci. Je crois que, selon lui-même, l'idée est née au moment où nous avons célébré nos professeurs émérites. Et parmi les professeurs émérites, il y avait beaucoup qui ont fait leurs études à Leuven, à Louvain, donc en Belgique. Et c'est pour cela qu'on a trouvé si ce n'était pas possible qu'on se retrouve à Kinshasa ici, parce que nous n'avons plus d'association qui puisse réunir tous les anciens de l'université de Louvain. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici. En principe, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Si ce n'était pas possible, on ne serait pas là. Nous sommes venus, mais nombreux de nos amis n'ont pas répondu pour diverses raisons. Surtout que, normalement, le retour avait toujours été un peu plus difficile, ce qui signifiait qu'on était dispersés. Moi, par exemple, je n'ai pas commencé à l'UNIKIN, j'ai commencé à Lubumbashi, parce que c'est là où j'ai étudié, j'ai fait donc ma licence à Lubumbashi, et quand j'ai terminé ma thèse en Belgique, je devais rentrer donc là-bas. C'est avec le temps que j'ai demandé mon transfert pour venir à Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est une grande ville, donc parfois il est difficile effectivement, si quelqu'un n'a pas une idée comme cette idée que le prof Mpoy a eue, c'est difficile pour qu'on puisse se retrouver. Parce qu'on est un peu dispersé, on ne se rencontre plus, on ne sait pas dans quel secteur on travaille, etc. etc. Donc je crois que les vicissitudes de la vie fait que nous nous sommes perdus. Mais voilà une occasion, et je crois que nous allons essayer de répéter cela pour que nous puissions de temps en temps donc, nous retrouver ici à Kinshasa. Une des urgences. Oui, bon, mais des urgences, il y en a beaucoup. Il y a d'abord tous les problèmes qui se posent au pays. Souvent, on ne recourt pas donc, à l'intellectuel ou à l'intelligence, je veux dire. Mais sinon, je crois qu'au cours, notamment à l'université, vous avez appris, par exemple, qu'il n'y a pas longtemps, que le recteur a demandé à solliciter l'expertise des économistes et des agronomes à partir du moment où le problème de maïs, le manque de maïs se pose. Alors il fallait qu'on trouve une solution et je crois que nos amis qui étaient là ont proposé donc des solutions et je crois que ça des occasions comme ça que l'on peut se retrouver parce que ceux qui ont étudié à Louvain, nous représentons beaucoup de spécialités. Nous sommes assez divers, il y a des pharmaciens, il y a des géologues, il y a ceux qui ont fait le droit, etc. Et que c'est dans le cadre-là que nous pouvons peut-être de temps en temps nous retrouver, pourquoi pas. Léger de notre pays. Nous avons ici notre papa patriarche qui est de sa génération, il reste encore combien de ceux avec qui vous avez commencé à Kisantou et puis à Louvain. Ambassadeur Bolé. Donc, oui, il est à Bruxelles malade. Donc, des radios qui viennent de partir. Et lui, vaillant comme nous pouvons tous remarquer et que nous remarquons toujours, et comme je profite souvent de son... il était lui fils de païen. Mais à l'époque, son père avait... Pour être baptisé de notre temps, c'était difficile. Les enfants de baptisés occupaient à nous les enfants de païens, le diable comme on dit. Ce n'est qu'après ces vacances-là, en quatrième, on m'a mis en quatrième A. Ils se moquaient de nous. La chance qu'il y avait de simulation à ce moment-là, nous étions souvent plus intelligents que eux. Nous jouons au football, moi j'aimais le football. Pieds nus, si vous voulez la fin des chrétiens, il dit, moi, non, mais les diables. C'était innocente. Alors,
Donc, de dire la messe chaque jour, et puis quand on atteint un âge avancé, l'âge de la retraite, parce que les prêtres arrêtent de travailler, c'est un travail, et ils sont alors dispensés du devoir de dire la messe. Le seul prêtre qui n'est jamais dispensé de ce devoir, c'est le pape. Et le pape, lui, reste prêtre ad vitam aeternam. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, ayant tous, non, il y a quelques-uns de ces jeunes qui n'ont pas été en dehors du Congo, mais nous qui avons eu le privilège de sortir de notre pays, nous étions partis avec l'espoir de revenir ici. Il a été parmi les tout premiers lorsque les Belges visaient sur la nécessité de créer l'université au Congo. Et j'ai lu dans le livre de Monseigneur Tshibamou, un de ses livres, parce qu'il en a écrit plusieurs, et comme c'était un père pour nous, je le fréquentais très régulièrement, et il a relaté dans ça les débats que les Belges avaient à l'époque, et où ils se disaient non, apprendre aux Noirs, aux Congolais, à aller jusque... Ils sont déjà très bons comme avec ce que nous leur avons donné, mais leur donner l'éducation universitaire, c'est précipiter la décolonisation ou l'indépendance. Parce que on allait diviser la nation congolaise, eux auront simplement des revendications et ça ne serait pas bon ni pour le peuple congolais, ni pour nous, les Belges. Aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, notre pays est ce qu'il est, ce que nous savons tous qu'il est. Et nous pouvons, nous, continuer de faire ce que nous avons fait les 60 dernières années, c'est de penser que d'autres que nous ont la responsabilité de redresser ce pays. Nous pouvons aussi penser que non, cette responsabilité n'appartient pas à ceux-là qui ont fait de la politique leur métier et qui nous marginalisent ou que nous-mêmes nous marginalisons parce que nous avons peur. Nous avons peur, nous voulons simplement nous mettre au service parce que beaucoup de nos collègues, depuis que Mobutu, depuis 60, le collège des commissaires généraux, dont Papa Patriarche a été membre, c'était des universitaires. Et depuis lors, on pense que les universitaires doivent travailler. Alors, les non-universitaires qui les utilisent veulent qu'ils le fassent simplement ce qu'eux déterminent qu'ils doivent faire, plutôt que ce que... Bon, permettez-moi, Elisabeth, toi. Et donc, nous sommes dit que à l'âge que nous, qui avons été à Louvain, qui est devenu plus tard Louvain-la-Veuve, et Louvain-la-Neuve, nous avons aussi certains qui étaient là, mais la ville, à l'époque où nous y étions, et le terme français pour la ville, c'est toujours Louvain. Et nous nous sommes dit que nous pouvions nous retrouver. D'abord, c'est une bonne chose, parce que ça fait plus de 45 ans que nous ne nous étions plus revus ensemble. Nous avons gardé des contacts de fraternité individuelle et les uns les autres, mais en tant qu'anciens de l'œuvre, il y a longtemps que ce n'est pas arrivé.
Et à l'occasion de l'accession de plusieurs d'entre nous à l'éméritat, dont deux sont présentement avec nous, le doyen Nyabirungu, professeur à la faculté de droit, et le professeur Seka Nazaire, professeur à la faculté de médecine. Nous nous sommes dit qu'il était que nous devions saisir cette occasion pour nous retrouver ensemble, non seulement pour les honorer et les fêter, mais aussi et surtout pour nous poser la question. Est-ce que c'est normal que nous continuions à nous taire? Nous, les anciens, nous, les anciens de l'œuvre. Parce que les autres anciens attendent peut-être que nous montrions l'exemple, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons ici parmi nous le professeur Kabbalah, David, pharmacien, qui a tenu à être présent. Je vais d'ailleurs lui passer le micro pour qu'il dise lui-même dans ses propres mots pourquoi il a estimé qu'il était absolument nécessaire qu'il fasse ce déplacement. Professeur, vous avez la parole. Ne commence pas aujourd'hui et ne finit pas aussi aujourd'hui. Moi, l'oncle voulait que je fasse la médecine. Moi, j'ai dit médecine. Non. Pour faire plaisir à vous, oncle, je voudrais faire la pharmacie. Pour une raison valable. La pharmacie, c'est un domaine plus ou moins négligé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien formés ou quoi? Donc, quand il a appris que je vais faire la pharmacie, mais pourquoi pharmacie? Pourquoi ne pas opter pour la médecine? Alors vous aurez au Congo que des pharmaciens. Il y a des gens qui choisissent autre chose. Moi, quand j'ai décidé de faire la pharmacie, j'arrive à l'université. Mon oncle, c'était un enseignant, école primaire. Et puis, j'ai dit, moi, j'ai fait pas l'école primaire seulement, mais la pharmacie. Et la pharmacie est faite aussi pour des intellectuels, hein? Pas seulement enseignants ou quoi, tout ça. Bon, donc, je décide, je deviendrai pharmacien et non pas médecin. Et je suis allé à la faculté de pharmacie et j'arrive là-bas à la faculté de pharmacie. Beaucoup de jeunes enfants qui voulaient bien faire la pharmacie comme moi. Je ne suis pas seul, je suis encouragé et je vais faire la pharmacie. Et à la fin de l'école secondaire, on est parti à l'université et là j'ai choisi la pharmacie. Et c'est là que j'étais étonné que la pharmacie, ce n'est pas un domaine oublié, mais plus ou moins ignoré. Et les Belges trouvaient que la pharmacie, ce n'est pas vraiment un domaine réputé comme les médecins et tout ça.
malgré tout ça, moi j'ai choisi pour la pharmacie. Et je suis parti en pharmacie. Et j'arrive à l'université, niveau supérieur. Et bien c'est la pharmacie qui m'a intéressé. Et j'ai trouvé même que avant que le malade arrive chez le médecin, il passe tout d'abord chez le pharmacien. Et le pharmacien n'est pas un oublié, mais c'est une personne louable. Et puis j'ai trouvé que les médecins, ils étaient réputés parce qu'ils sollicitaient par les malades. Mais nous en pharmacie, on était plus ou moins oubliés. Mais après on s'est rendu compte que non, c'est tout d'abord le pharmacien. C'est lui qui montre aux paysans, à tout le monde, que le pharmacien est capable de fabriquer des médicaments. Alors ceux qui allaient en médecine, et c'est l'honneur. Moi j'ai dit, bon, moi j'aime être simple, je serai pharmacien. Entendu depuis que nous étions, nous entendons d'ailleurs tous les jours, pas plus tard que hier, je parlais encore, j'étais allé, comme on m'a fait remarquer, me faire tondre. Et les jeunes parlaient, ils étaient désespérés, parce que ce pays est foutu, que les politiciens que nous avons, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et ils ne voient pas. Et ils se disent non, on ne va pas voter, ça ne sert à rien du tout, etc. Et donc, face à ce désespoir de notre jeunesse, est-ce que nous-mêmes, qui n'avons plus rien à perdre, sinon d'écourter un peu notre cheminement, parce que nous, qui sommes ici les anciens de l'œuvre, nous avons déjà dépassé l'âge biblique de l'homme. La plupart de nous, sauf l'un ou l'autre, ont déjà largement dépassé les 70 ans, qui est l'âge de l'homme. Qu'avons-nous encore à craindre? Quel est le sens de notre existence continue sur cette terre si nous ne pouvons rien léguer aux générations postérieures, nos propres enfants, nos propres enfants. Donc, il y en a plusieurs parmi nos propres enfants qui n'ont jamais eu un emploi formel. Nos petits-enfants, n'en parlons pas. Bientôt, nos arrière-petits-enfants. Et donc, cette interpellation individuelle, j'ai tenu à la partager avec nous pour nous poser la question de savoir si nous pouvons collectivement faire œuvre utile pour que, enfin, lorsque l'heure de notre retour auprès du Créateur sera venue, qu'au moins ceux qui viendront pleurer sur nos dépouilles disent que ces gens, cette génération n'a pas vécu en vain. Alors, je voudrais peut-être, je pense, parce que chacun de nous a cogité sur ça, qu'on partage un peu ces réflexions à tour de rôle, et puis après, nous pourrons éventuellement prendre une proposition commune. Alors, qui souhaiterait
prendre le micro. Denis conclut toujours. Recevoir quel silence profond. Alors que parmi nous, il y en a qui passent des semaines et des mois à la télévision pour nous parler de profondeur. Je crois qu'ils finiront par prendre la parole. En attendant, j'espère que je n'ai pas usurpé la préséance de Seka. Non. Pas du tout. Donc je disais que c'est pour aider Mpoi que j'ai pris la parole. Et je vous remercie pour votre initiative d'avoir pensé aux émérites. Et cela nous va droit au cœur. Mais en fait, quand vous demandez d'échanger, d'apporter des contributions, les émérites, c'est l'exemple de ceux-là qui ont fait de leur profession une occasion d'être utile de la manière la plus éminente et la plus appréciée par la société. Personne n'accède à l'éméritat s'il n'a pas fait preuve de production scientifique. Qui dit production scientifique dit proposition faite à la société congolaise pour résoudre les problèmes concrets qui se posent aux citoyens. Le mérite, c'est quelqu'un qui a formé. Dans son dossier doit apparaître qu'il a formé la relève, que dans sa discipline, la relève est assurée. Dans son dossier, il doit prouver qu'il a des contacts avec d'autres universités, d'autres académies, d'autres institutions scientifiques pour faire avancer la discipline à laquelle il appartient. Donc, en étendant ce que je dis des émérites aux membres de notre génération, j'ai envie de dire, nous avons servi. Nous avons servi et nous avons fait des enfants et des petits-enfants. Nous dialoguons au sein de nos familles, donc beaucoup de nos messages passent à travers les générations qui viennent. Mais ce que je dirais encore plus, c'est que nous pouvons servir de conseils. Et je pense que nous servons de conseils à nos plus jeunes, à nos autorités, à nos institutions, pour essayer d'indiquer des pistes qui nous conduisent à des solutions pertinentes de nos problèmes. Je ne pense pas que nous avons passé notre vie à nous taire. Non. Nous avons un discours, nous avons un inventaire des actions réussies et qui nous regarde peut aller encore plus loin. Cela dit, ce n'est pas pour sonner la démobilisation générale. Au contraire, jusqu'au dernier souffle, un citoyen est à la disposition de son pays. Et je termine en disant, l'initiative que vous avez prise, ça fait partie de ce genre d'initiative dont seuls les hommes mûrs sont capables. Créer des mécanismes de rencontre, de partage, d'échange, de solidarité, de soutien mutuel. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'autres d'un citoyen? Nous sommes à la rencontre des valeurs telles que l'amour,
le travail, la justice. Et c'est peut-être ce qui manque le plus chez nous. C'est l'amour. L'amour des autres. Le respect de l'autre. L'empathie. Regardez nos réseaux sociaux. Ce sont des poubelles. Personne ne peut se reconnaître dans les profils qui se dégageraient des réseaux sociaux. Et pourtant, nous avons droit à un profil plus digne, plus responsable, qui nous ouvre les chemins de l'avenir. Donc, nous sommes encore utiles et vous nous appelez à le rester tant que nous sommes sur la terre des hommes. Voilà un peu mon propos. Merci. Réunis parce que les anciens de l'Ovanium Inaza Unikin, et effectivement, comme l'a dit le doyen Raphaël Nyabirungu, nous avons déjà réfléchi suffisamment sur ce qui doit être fait pour que les choses marchent. Sans faire offense à qui que ce soit, nous sommes arrivés à la conclusion, nous, anciens de l'Ovanium, et cela est sorti dans un ouvrage publié en 2008 chez l'Harmattan, intitulé « Pour un changement de leadership en République démocratique du Congo » et comme sous-titre « Stratégie et mode opératoire de la nouvelle gouvernance ». C'est dire qu'on a réfléchi sur la façon d'asseoir cette nouvelle gouvernance depuis déjà une quinzaine d'années. Mais entre réfléchir, proposer et voir mise en œuvre les propositions, il y a un pas. Et ce n'est pas à notre niveau, ça. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire en tant qu'intellectuels. Et nous devons maintenant réfléchir sur comment faire en sorte que cette approche pour asseoir une nouvelle gouvernance soit adoptée par tout le monde, acceptée par tout le monde pour que le Congo fasse un pas dans la bonne direction. Merci. Nous tous, lorsque nous avons terminé nos études, notre souhait c'était de venir servir notre pays. Et nous sommes rentrés dans notre pays malgré certaines sollicitations ailleurs. Parce qu'effectivement, en ce moment-là, je crois que le paradigme de notre pays, c'était nous tendions vers le développement. Et que dans ce développement, le leadership dont on vient de parler, le leadership est multiple. Il n'y a pas un seul leadership qui peut développer un pays. Il y a le leadership politique qui doit travailler avec le leadership scientifique et nous avons opté pour le leadership scientifique. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'entre les deux, souvent, il n'y a pas de passerelle. Pour le moment, le paradigme semble, si le jeune refuse de voter, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a que les politiques qui agissent et malheureusement, il n'y a pas de résultat attendu. Mais les scientifiques, je ne crois pas qu'il n'y a pas de résultat. Nous avons choisi pour cet apostolat et je crois que chacun dans son domaine a réussi à former d'autres de jeunes qui lui étaient confiés. Et c'était ça, une des missions. Donc, dans notre pays, dans tout développement, il faut qu'il y ait de la formation. Et nous avons opté pour la formation. Et nous avons formé énormément de jeunes qui, pour le moment, donc, nous remplacent. Et comme je le disais, je crois que c'est l'inadéquation entre les différents domaines de la vie qui font qu'il y a souvent les domaines qui dominent les autres, ne conduit pas nécessairement donc, à résoudre donc, les problèmes. Quelque part, on m'a posé une question.
comment que vous pensez vous intervenir? Je dis, mais on intervient lorsqu'il y a des problèmes. Il n'y a pas longtemps, par exemple, dans notre pays, nous manquons de maïs. Et pourtant, tout le monde sait bien, on chante à la télévision que nous avons 80 millions de terres arables. Et que nous pouvons nourrir toute l'Afrique, si pas tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi nous ne pouvons pas arriver à des résultats? Si nous n'arrivons pas à des résultats, c'est tout simplement parce que les solutions qui sont proposées ne sont pas mises en œuvre. Je ne crois pas qu'on n'a pas encore réfléchi sur l'agriculture. On a beaucoup réfléchi sur l'agriculture et on a même montré le voie qu'il fallait, tout simplement qu'il faut essayer donc d'améliorer les conditions de vie des producteurs donc agricoles, qu'il faut essayer d'aider ces gens-là et essayer donc de moderniser l'agriculture. Tout cela, vous le retrouverez dans toutes les résolutions qui ont été des réunions ou des conférences qui ont été organisées à ce propos. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces résolutions en œuvre? Mais là, ce n'est plus le problème des scientifiques nécessairement. C'est maintenant l'autre leadership qui devrait dire, eh bien, maintenant, on nous a dit. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça que l'on travaille. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays, les pays soi-disant développés, c'est là où on invente. Mais chaque fois qu'on invente des solutions, on essaie de l'expérimenter, on essaie donc de l'implémenter pour pouvoir résoudre. Je vais vous dire peut-être une sorte d'anecdote. Quand moi je suis arrivé en Belgique, j'ai trouvé le téléphone avec des monnaies, des petites monnaies. C'est-à-dire d'abord il fallait acheter des pièces, de la cabine, des pièces pour téléphoner. Après, il fallait mais il fallait acheter des cartes. Et on avait des cartes. Et puis après, mais ce n'était plus les cartes. Donc, cette évolution. Et chaque fois qu'il y avait ces inventions, eh bien, les politiques les appliquaient. Et c'est comme ça qu'à la fin, les cabines ont été démontées et il n'y avait plus rien. Il a le bagage intellectuel que j'admire. Il a le parler qu'il faut, qu'il puisse prendre la parole avant que vous ne puissiez la donner au vieux frère Moukamba Kadiata Nzemba que tout le monde connaît. Salut tous les amis qui sont ici, je vois mon ami Nazaire, je vois le professeur Niabilong. Lui, je le connais un peu moins, lui on se connaît depuis pas mal de temps. Le vieux doyen, je le connais aussi très bien, et tout le monde je connais. Vous savez, quand on parle de problèmes politiques, pour moi ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui qu'on a commencé la politique, ça fait plus de 50, 60 ans que nous nous occupons, non pas de la politique politicienne, mais de la politique dans le sens noble du terme. C'est-à-dire la meilleure organisation possible de la société pour que la société aille de l'avant. Comme a dit Modeste ici, une chose est d'avoir des bonnes idées et autre chose est de les appliquer. Et le problème que nous avons ici, c'est que, comme a dit vraiment à juste titre le président, c'est que nous nous plaignons beaucoup. Le leadership politique est le leadership le plus important. Parce que c'est lui qui a des répercussions sur le leadership scientifique, sur le leadership économique, toutes les autres leaderships. Et du fait que ce que nous avons de meilleur a déserté la place politique, c'est que la politique est occupée par des gens qui ne le méritent pas. Aujourd'hui, vous allez remarquer que depuis 60, il n'y a jamais aucun universitaire comme chef numéro 1 à la tête de notre pays. C'est-à-dire que la plupart des universitaires sont au service des non-universitaires. Or, le décideur, c'est l'élément le plus important. Ça veut dire que nous faisons beaucoup d'illusions de croire qu'il suffit d'avoir des bonnes idées, il suffit de les donner au leader, le décideur, croire que, parce que pour nous c'est juste, que c'est juste nécessairement pour lui qu'il va suivre. Et que très souvent, l'intellectuel s'est mis au service souvent
de la médiocrité, de l'incurie en fait. Et on l'utilise au point que l'intellectuel est aujourd'hui discrédité. Du fait que justement, il n'assume pas son intelligence. Il n'est pas capable de dire que face à cette imposture, ça c'est quelque chose qui ne va pas, moi je ne veux pas. Donc cela implique quoi? Cela implique que tu entres en opposition avec celui qui est ton chef. Cela a des conséquences que tu acceptes d'être réprimé sur le plan matériel, sur tout ça. Oh, l'intellectuel, la plupart des intellectuels ne sont pas capables d'assumer cette responsabilité-là. Ce qui fait qu'ils s'en accommodent, et je pense que c'est ce que nous vivons ici, c'est que l'intellectuel a renoncé. Encore que, vous savez, il y a intellectuel et ce que moi j'appelle les techniciens de la connaissance. Ce sont deux choses différentes. Le technicien de la connaissance, c'est lui qui a appris beaucoup de choses. De la connaissance n'est pas nécessairement l'intellectuel. Un technicien de la connaissance, c'est celui qui applique ce qu'on lui a appris, mais face à un obstacle donné, il ne se pose pas de questions. Tandis que l'intellectuel, lui, se pose des questions. Je vais vous donner des anecdotes. Quand j'étais à Saint-Luc, après avoir quitté Leuven, nous avons été les premiers diplômés à Olué. Un jour, je suis assistant en chirurgie cardiaque et un samedi, l'hôpital Mama Yemo, monsieur le docteur Capita, nous envoie une jeune patiente de 16 ans, en toute urgence, qui avait un problème cardiaque, on devait l'opérer. Et je me souviens, c'était un samedi. Et on devait lui faire une opération du cœur, mais une opération minima. C'est-à-dire on devait accéder par la thoracotomie ici. Et donc on a mis un peu un décubitus un peu latéral. Et on ouvre pour essayer de lui faire ce qu'on va comprendre, une commissurotomie. Donc pour élargir un peu l'une des valves mitrales, dès qu'on introduit, le cœur s'arrête. Alors, la question s'est posée, mais le cœur s'arrête. Il faut mettre sous machine, sous circulation extracorporelle. Oh, pour mettre sous circulation extracorporelle, il faut mettre le malade sur le dos. Pour mettre sur le dos, on doit d'abord fermer ceci. Oh, moi, le prof me dit, toi, tu entres dans le cœur, comme le cœur ne bat plus, ton travail, c'est de pomper le cœur. Donc, j'étais en train de pomper. Lui dit, comment allons-nous le mettre sous circulation extracorporelle? Alors, il dit, bon, on reste comme ça. Et il est parvenu par voie fémorale, il est parvenu à renvoyer au cerveau de manière inverse. Donc, au lieu que le sang vienne de l'aorte vers le bas, mais le sang du bas qu'il a aspiré pour envoyer par machine au cerveau. Moi, c'est la première fois que j'ai vu. Et cette jeune fille est restée dans le coma pendant 3 mois. Mais on savait que c'était un coma réversible. Et elle est sortie du coma. Elle est revenue ici à Kinshasa. Et un jour, je viens en vacances. Je connaissais son adresse. Je vais à Lemba. On me dit, je vais voir la fille là. D'abord, tout le monde me regarde, mais monsieur, qui êtes-vous? Il m'a dit, non, je l'ai opérée à Saint-Luc. Je veux savoir ce qu'elle est devenue, son état de santé, comment elle est venue. Un long silence. On me dit, elle est morte. Alors pour moi, elle est probablement morte des complications de l'opération cardiaque. De quoi elle est morte? Non, à cause qu'il a diarrhée. Alors vous voyez mon état. Donc, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait, on fait une grande intervention du cœur pour venir mourir de diarrhée, d'origine indéterminée. Alors, la question qui m'était posée, alors, on s'est posé la question, moi, on dit, mais, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est l'utilité de ce que moi je fais ici à Saint-Luc si les choses de base ne sont pas encore résolues? Et je quitte Mama Yemo, j'arrive à Mama Yemo. Le premier jour, je fais le tour de salle, je vois une maman âgée, de plus de 80 ans. L'opération avait marché, mais elle était en train de mourir d'inanition. C'est-à-dire que il n'y avait personne pour lui donner à manger. Mais vous savez, ça ce sont des choses, quand vous venez de l'Europe, mais vous vous posez des questions, enfin, c'est quoi ça? Et le troisième, ce qui m'a révolté, qui a fait que j'ai quitté Mama Yemo, une maman vient avec un goitre, une thyroïde. Alors je dis, bon, pour opérer le goitre, on doit faire un bilan de la fonction thyroïdienne, pour savoir si c'est l'hyper ou hypothyroïdie, parce que
Si c'est l'un ou l'autre, le malade meurt sur table. Alors on fait l'examen, dit bon, les examens sont très bons. Maintenant, je lui prescris de m'acheter les gants, m'acheter la lame de bistouri, de m'acheter les pansements, de m'acheter les fils. La maman met 5 mois. Maintenant, quand elle revient, je lui dis, maman, c'est bien, mais tu dois refaire la biologie thyroïdienne parce que l'examen n'est valable que pour 3 mois. Vous savez ce que la maman me dit, docteur, aux escrocs. Mais vous savez, d'abord ça choque parce que je ne suis pas un escroc en fait, mais en même temps vous comprenez très bien que si cette maman a mis 5 mois pour rassembler les leçons, c'est qu'elle a des problèmes d'argent. Alors maintenant lui demander encore de refaire des examens, cette maman ne peut pas comprendre ça. Donc, je ne lui en voulais pas, mais moi, je dis, comment est-ce que moi, je peux exercer la médecine dans ces conditions-là? Je vais faire mon travail correctement, mais compte tenu de toute une série de contingences, je suis traité d'escroc, malgré moi. Non, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Moi, dit non, ça, ce qui fait qu'il y a un problème au-dessus. Le problème n'est pas... C'est la société qui est malade. Donc, c'est l'État congolais qui est malade. Et le problème doit être trouvé au niveau de l'État, parce qu'il n'est pas normal d'abord qu'on prescrive toutes ces histoires-là. Donc, vous voyez que quand vous êtes un intellectuel, même quand vous êtes dans votre propre... Je pense que parmi nous, il y a beaucoup d'enseignants ici, beaucoup d'enseignants. Pour ceux qui sont même en sciences humaines. En sciences humaines, vous savez, les sciences évoluent très vite. Très très vite. Mais quand vous regardez même les revues, en sciences expérimentales, c'est encore pire. Donc vous vous rendez bien compte que, comme il a dit, il a très bien dit, nous étions formés pour venir rattraper une société qui était en évolution. C'est-à-dire que nous nous préparions à venir occuper une responsabilité, mais dans une situation qui avance. Mais nous arrivons ici, en fait, la situation est en train de décliner. Et la question qu'il pose, que faisons-nous? Nous allons nous contenter du fait que nous sommes des retraités, au moment où ceux qui ont eu moins de chance que nous se débattent, ou bien nous devons mettre aussi, nous devons mettre la main pour que le pays aille de l'avant. Voilà donc la réflexion que j'avais faite. Terminé mes études à l'université de Kinshasa. J'arrive, j'entre dans le laboratoire de chimie minérale, je commence à regarder. Je me suis écrié, chez nous, c'était pas comme ça. J'entre dans le labo de bromatologie, c'était pareil. Je vais en pharmacognosie, c'était pareil. Je regarde le programme de cours et je méritais déjà mon diplôme de licence parce que la plupart des cours donnés ailleurs n'étaient pas programmés ici. Ou quand c'était programmé, c'était des petits cours de 60 heures. Je me suis ennuyée pendant 3 ans parce que j'arrive, je devais passer en première licence, on me ramène en 3e graduat parce que je n'avais pas suivi les cours d'anglais, alors que là-bas c'était dans des labos qu'on suivait les cours d'anglais, parce que je n'avais pas suivi le cours d'anthropologie, parce que je n'avais pas suivi le cours de civisme, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je reprends une année parce que je n'avais pas eu ces 2 cours. Je me suis ennuyée comme vous ne pouvez pas le savoir. Je me suis déjà à ce moment-là posé la question de savoir ce qui n'allait pas chez nous. Le professeur l'a dit. Nous faisons toujours exception. Partout. Dans le secteur des lois, nous avons des bonnes lois chez nous, mais on dit toujours RDC, pays exceptionnel, donc nous faisons de l'à peu près, et cela dans tous les domaines qui existent. N'est-ce pas? Nous avons eu des grands journalistes. Aujourd'hui, je ne regarde pas certaines chaînes de télévision, parce que chaque fois je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez comment j'appelle la RDC?
Ce pays qui fait pleurer nos parents, nos grands-parents et toutes les personnes qui aiment la RDC. Donc il faut que nous, les intellectuels, nous puissions faire les choses autrement, peut-être autrement. Leadership au sommet de l'État, je ne dis pas nécessairement. Il faut d'autres formations. Et là où je suis, je donne des cours de développement personnel. Rien qu'en partant de cela, que chacun sache qui il est, pourquoi il est venu sur cette terre, quels sont les dons que Dieu a mis en lui. Je pense qu'on pourrait déjà avancer très vite. Je suis présidente d'un parti politique. La plupart de mes militants sont des personnes en babouche, au col de chemise déchirée. Donc, pour qu'ils comprennent le monde, pour qu'ils comprennent les textes, nous avons dû recommencer par là. Recommencer à la racine. Dieu est venu sur terre, pourquoi faire? Parce que tous les programmes qu'on pourra mettre en place ne marcheront pas aussi longtemps qu'on entendra des phrases comme celles que vous avez répétées ici. Tout à coup, la makuchako. Donc, des trucs comme ça risquent. Moi, j'ai fait les sciences sociales, administratives et politiques ici à l'UNIKIN, le département des relations internationales. Mais en tant que jeune, nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes ou de difficultés. Donc, je pense que le seul conseil que j'allais donner, que nous devons plus avoir de conscience, et c'est pas facile d'affronter la vie. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je pense que le temps ne me permettra pas de tout dire. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai connu tous les régimes, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Tantôt comme acteur, tantôt comme observateur. Par conclusion, quand je cause avec beaucoup de mes amis ou des jeunes, quelqu'un l'a dit ici, d'abord il faut commencer par l'amour, la simplicité et le sens du devoir. Mon professeur de psychologie politique à l'université de Louvain, puisqu'on a parlé de leadership, il y a le leadership économique, scientifique, politique. De tout ce que j'ai entendu, c'est le leadership politique qui semble défaillant. Et moi, c'est ça que tout le monde a dit ici. Et pour rectifier, pour que ce leadership change, il faut d'abord que les gens fassent les choix. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts gens, dit-on. Notre ami le pharmacien nous a dit qu'il a choisi la pharmacie. Quand vous choisissez une faculté, choisissez un métier, vous devez en connaître les tenants et les aboutissants, l'essence même de ce que vous avez choisi, de votre choix. Et vous dire, quand je vais travailler sur les choix que j'ai moi-même décidé, qu'est-ce que les gens diront des résultats acquis? Aujourd'hui, les problèmes importants pour moi, c'est le changement de mentalité. Pour changer de mentalité, il faut se référer de ce qui existait, ce qui existe, qu'est-ce qu'il faut faire.
Je donne un exemple. Il y a presque 12 ans, à Bibois, j'étais en deuil d'un pasteur de mon village. Les jeunes gens universitaires qui étaient avec nous m'ont dit, M. Mukamba, vous avez failli, vous n'avez rien fait. Vous étiez l'ami de Mobutu. Vous étiez à l'Amiba. Vous étiez chez cela. Mais vous n'avez pas d'hôtel. Vous n'avez pas de commerce. Kimbuta, Moïka Sanji, ils ont des hôtels, ils ont ceci, cela. J'ai écouté ça. Après l'enterrement, je leur ai donné un rendez-vous chez moi. En 2 semaines, j'ai sorti les droits administratifs. Où on dit que le détenteur du pouvoir public est là pour aider les cultivateurs, les commerçants, ainsi de chacun dans son métier. Quand ils ont lu ça, ils m'ont dit, tiens, donc un ministre, un député, un gouverneur ne peut pas faire le commerce. J'ai dit non, il ne peut pas faire le commerce. Même sa femme, s'il veut faire le commerce, doit demander l'autorisation. Ils avaient l'air tout à fait étonnés. C'est pourquoi j'ai été sur les changements de mentalité. Nous avons suggéré à certains dirigeants cela. Mon cas personnel, avec Mobutu, que j'ai connu bien avant l'indépendance, on se tutoyait quand on était à 2 ou devant sa femme. En public, je me comportais comme n'importe qui. Je ne voulais même pas me manifester. Mais j'avais un devoir de lui dire ce qui n'allait pas, ce qui allait. Les 18 ans de Mobutu, même 20 ans, Mobutu écoutait les conseils de ses amis ou des collaborateurs. C'est pourquoi j'ai dit que non seulement l'amour, il faut c'est la simplicité. Comment confier l'Amiba? J'étais ambassadeur à Londres. Quand Mobutu m'a proposé cela, j'ai refusé, j'ai lui dit, je ne suis pas ingénieur. L'Amiba est une société technique. Il m'a dit, vous avez fait la diplomatie, vous avez fait l'administration, vous avez l'expérience. Je vous y envoie pour des problèmes politiques. J'ai dit, quels sont les problèmes politiques? Je vais dans toutes les provinces, je suis bien accueilli. À Kananga et à Mbujimayi, à cause de l'IDPS, je ne suis pas bien ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Bien, quand vous serez là-bas, vous êtes capable de changer de situation. Je lui ai posé des conditions. Par écrit, j'ai encore mes écrits. J'ai appelé M. Morelli, qui était directeur de l'Amiba, il était à Bruxelles, nous étions à Paris. J'ai dit un peu au président, devant Kengo et Seti, quel est l'objet de l'Amiba? M. Morelli lui a dit, en bref, c'est produire les diamants, les vendre. Mais pour avoir les diamants, il faut des machines, des engins que nous devons acheter. Ces engins, ce sont des hommes qui doivent les bouger. Il faut s'occuper de ces hommes-là, sur les plans santé, scolarité des enfants, leur vie, ainsi de suite. Ça a été mis par écrit. Quand le président a dit c'est OK, c'est pour ça que je suis allé à l'Amiba. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des psychologues qui ne sont pas de mon village, ni de ma province, de chaque Kinshasa. J'ai pris 2 ingénieurs de renommée, j'ai pris 2 économistes de renommée que j'ai amenés avec moi à Mbujimayi. Pendant 4-5 mois, ces gens m'ont
recyclé complètement. Les 3 premiers conseils d'administration, j'ai laissé faire mon directeur général, qui était ingénieur, qui était un blanc, puisque il était une société d'économie mixte, qui était un blanc. C'est aussi mon conseil d'administration que j'ai présidé moi-même. Après, j'étais très bien préparé par mon entourage. Le lendemain, le directeur général me dira, mais M. Mokamba, vous nous avez étonné. Vous avez présidé, vous avez posé des questions, on vous a posé des questions, vous avez répondu comme si vous étiez ingénieur. Donc, il faut l'humilité d'abord. Je disais à mon bout de cœur, il ne faut jamais mettre un médecin comme un ministre de la Santé, un agronome comme ministre de l'Agriculture. Pourquoi? Ce monsieur a eu ses collègues sur les bancs d'école de l'université. Il y en a qui étaient plus calés que lui. Il y en a avec qui il ne s'entendait pas. Dès qu'il est là-bas, il est médecin, il ne va pas écouter les autres médecins. Il croit qu'il connaît tout lui-même. Mais quand vous mettez un vrai politicien, il va s'entourer de médecins. S'il est agronome, des agronomies, il va s'entourer des agronomes. Il va marcher. Donc aujourd'hui, le leadership politique est défaillant, comme tout le monde l'a reconnu. Changer de mentalité, c'est quoi? Que les gens sachent ce qui a existé en bien, ce qui était mauvais, les repousser. Depuis la colonisation, depuis l'indépendance, jusqu'au moment où nous sommes. La colonisation que j'ai connue moi, les coups de fouet, et ainsi de suite, comme le pharmacien l'a dit, déjà le Vanem qui sent tout, en 1955, Van Bilsen a fait un plan de 30 ans. Il nous a parlé de l'autonomie, de l'indépendance. Je me suis intéressé à cela. Quand je suis dans Louvain, j'ai choisi les sciences politiques, administratives et diplomatiques comme cours d'option de la presse. Vous savez, la politique change du chef avec le temps. L'indépendance a été donnée par les Belges. Ce n'était pas de bon cœur qu'ils l'ont fait. Ils ont été forcés par les circonstances. Il n'y a eu aucune préparation en 1960. Déjà en 1954, tous ceux qui voulaient, qui avaient à dire, suivaient cet exemple-là. Etienne est devenu célèbre. Après la confrontation souveraine, Mobutu est allé à Badolité. Tout le monde le suivait là-bas. Moi, j'avais un avion personnel là-bas. J'allais presque tous les 10 jours, tous les 10 jours. Quand je lui disais, mes présents, mais venez, la capitale, ce n'est pas Badolité, c'est rentrer chez lui. Il me dit, dites à votre frère de prendre le pouvoir. Moi, c'est terminé. En ce moment, Mobutu qui était nationaliste, il a pris comme directeur de cabinet Fondor. Il nous avait demandé, nous étions un groupe, proposez-moi un chef de cabinet. Quand c'est Mukonda était parti, en congé soi-disant, pour des raisons que je ne vais pas dire ici, il a démissionné. On nous a demandé de lui chercher un directeur de cabinet. On lui a proposé Sina Kassende et Kassonga Julien. Tous les deux sont morts. Il y en a qui le connaissent. J'ai été étonné de voir que sur les forces de Ngwanda, qui était Ngwandi, il a pris Fondor comme directeur de cabinet. Il a nommé un groupe de gens que nous ne connaissions pas, lui ça fait bien. Il nous a présenté de l'Assemblée ici. Il est à peu près 6 ou 7. Nous qui étions advocataires,
nous sommes opposés à cela. Il ne nous a pas écoutés. C'est pour ça qu'arrivé de la FDL. Mobutu n'avait plus rien à dire, la badolité. Et que c'était des filmiers, c'est sorti des décisions. Quand la FDL, les Kadoko de la FDL n'ont pas combattu. J'étais en Bouchimari à l'Amiba. Tout le monde m'a dit fouillez parce que il va tomber, vous êtes l'ami de Mobutu, vous êtes commissaire général, on va vous arrêter. J'ai mon caractère, je n'ai pas fouillé, je suis resté sur place. Kabila, la fidélité arrivée de 5 avril. Contribution parce que, comme il a dit, le professeur Seka et le docteur Zonji ont clairement dit que lorsque le politique ne marche pas, le reste, nous avons la satisfaction personnelle d'avoir fait notre devoir, mais nous devons constater que notre pays recule. Et nous devons prendre acte, surtout nous les professeurs, parce que nous avons cette autosatisfaction d'avoir accompli notre tâche. Mais les produits qui sortent de... dans mon cabinet, j'ai plusieurs jeunes. Je prends et j'essaie de les former. Et ils n'ont pas pris la parole parce qu'on n'a pas le temps. Mais je pense que quand nous retournerons, on dévisera encore davantage. C'est pour ça que nous avons pensé que nous ne pouvons pas nous partir d'ici comme si de rien vu. Que chacun de nous peut faire quelque chose. Que ceux d'entre nous qui pensent qu'ils ont encore suffisamment d'énergie pour être là où on doit décider, que nous puissions les accompagner, que nous puissions les encourager, pour qu'ils se mettent là. Parce que ce que nous avons fait les 63 dernières années, en conseillant, n'a pas produit les résultats. Voilà pourquoi nous avons préparé en consultation avec certains d'entre nous qui ne sont pas ici, comme notre vieux frère Modeste qui vient de partir et le professeur Chirimani. Je devrais présenter ses excuses parce qu'ils ont perdu une cousine à Bukavu qui est décédée jeudi matin. Donc il avait prévu d'être avec nous et vous comprenez tous les raisons pour lesquelles il n'est pas présent. Et il a dit, transmettez mes excuses et dites à tout le monde que je suis signataire de cette déclaration. Je vais lire la déclaration, comme ça, bon, chacun de nous avisera. Déclaration des familles des anciens de Louvain-Leuven. Nous, membres des familles congolaises ayant résidé dans la ville de Louvain-Leuven en Belgique, à l'issue des retrouvailles qui ont rassemblé, signé en date du 28 mai 2023, au regard de la régression calamiteuse et scandaleuse qui a fait reculer notre pays du premier rang qu'il occupait sur notre continent à la tête du peloton des colonies de l'Afrique noire pour le situer présentement au rang des 5 pays les plus pauvres de la planète. Considérons que cette situation révèle particulièrement la faillite totale de l'intelligentsia de notre pays qui n'a pas réussi à assumer adéquatement les défis que la décolonisation pose à notre pays. Nous sentons légitimement interpellés
en notre qualité de formateur des intellectuels congolais, réalisons que notre âge, couplé aux privilèges énormes que chacun de nous a eu de séjourner en Belgique et d'y décrocher des diplômes éminents dans tous les domaines de la science, nous impose le devoir absolu de ne pas continuer à demeurer silencieux face aux enjeux et aux défis que le présent cycle électoral impose à notre peuple et à notre nation. Désireux d'apporter notre concours plénier à l'immense tâche de redresser notre pays pour promouvoir le réarmement moral de notre peuple afin d'amorcer la transformation de notre pays en Eldorado africain. Avons convenu d'eux et déclarons ce qui suit. 1. Conformément aux prescrits des articles 11 et 12 de la Constitution de notre pays et de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes tous égaux devant la loi et nous avons tous droit à une égale protection des lois. 2. En vertu de l'article 13 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun de nous a le droit d'accéder à l'éducation et à l'exercice des fonctions publiques sans aucune discrimination basée sur son origine familiale, sa condition sociale, sa résidence, ses opinions ou ses convictions politiques, son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou ethnique. 3. Les dispositions des articles de la loi électorale qui exigent le paiement d'une caution d'un montant faramineux dont la valeur est largement supérieure au salaire minable que nous recevons tous en contrepartie de services que nous rendons à la nation dans la triple dimension de notre engagement universitaire, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la société, constitue une discrimination légale anticonstitutionnelle qui nous empêche d'accéder à l'exercice des fonctions électives dans notre pays. 4. En vertu de ce qui précède, il nous revient de nous organiser afin d'agir en tant que de droit pour obtenir la nullification judiciaire des dispositions susvisées. 5. Encourageons et exhortons tous ceux qui parmi nous souhaitent poser leur candidature à tout mandat politique de leur choix de compter sur la compagnie. Ne l'ont pas bien pris. Et le lendemain, je devais aller rejoindre le président à Kemena. J'arrive là-bas. Les collaborateurs de M. Banda n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai eu l'intelligence de dire une chose.
disent non, tout ça, parce qu'ils avaient suivi l'interview avec Rwanda. Et puis je dis, mais pas dans mon est-ce qu'il a pu vous poser une question, ce qui est outil à Wate? Puis nous vous avez été, vous avez tambour dans mon tour, boy, puis maïle n'a été un doux mensonge. Je voulais faire croire aux gens, c'est Mobutu qui m'avait dicté ces questions. Et depuis, les visages se sont détruits. Mais c'était faux. C'était moi-même. Et donc, profondeur est ouvert. Le professeur a fait que, il a été présenté par M. Bonikaba, et il est passé. Si vous voulez venir, c'est ouvert. Mais vous aurez en face de vous le professeur Boy, qui n'est ni tribaliste, ni mais intelligent, grand juriste, devant l'éternel. Et voilà. Donc, profondeur est ouvert. Voilà. Nous avons fait pendant 10 ans une mission Forum, qui était l'une des meilleures missions politiques de toutes les télévisions francophones de l'Europe, de l'Afrique. Pendant 10 ans, on le faisait le dimanche, on le reprenait le mardi. Mais je vous assure qu'on a tout dit. Les gens qui étaient là, on a tout dit. Maintenant, quand nous regardons, quel est le bilan de ça? Quel est le bilan de ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bilan. Donc, ça veut dire que sur le plan de la lutte politique, je pense qu'il faut chaque fois tenir compte de ces échecs. C'est qu'on a dit, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Quelle est l'autre formule qu'il faudrait utiliser pour quand même enclencher certaines choses? Donc, ce que vous dites là, chez nous, moi j'ai déjà été plus d'une fois. Donc, quand j'irai là-bas, les gens savent que nous, lui, il ne va rien. On sait ce qu'il va dire. Donc, moi, on sait que non, lui, comment il raisonne, comment il réfléchit. Ça veut dire que les gens, même, il ne suffit même pas de réfléchir. La réflexion est importante. Mais la réflexion est importante que pour un intellectuel, un homme rationnel, et c'est un homme d'action. Parce que la différence qu'il y a entre nous et les pays occidentaux, ils avancent. Parce que le leadership politique, son leadership est appuyé sur la science. C'est-à-dire que les Occidentaux, eux, avant de poser des actes, ils se réfèrent à ce que les scientifiques ont eu comme élément. Ici, chez nous, comme justement, les leaders n'ont rien de scientifique, ils considèrent que les hommes de science sont leurs ennemis. Oh, c'est ce paradigme-là qu'il faut inverser. Alors maintenant, comment le faire? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. C'est-à-dire que, quand vous regardez, les gens disent, mais les Congolais, quand vous les entendez, vous savez, un Camerounais est venu à Brazzaville, quand je fais l'émission pour le média, il a dit comment? Cette émission, il y a des Congolais qui raisonnent comme ça. Ailleurs, on ne raisonne pas comme ça. Et même à Brazzaville, le président Sassou a demandé à son conseil diplomatique d'enregistrer l'émission. Moi, comme je connaissais le président Santos, il m'a demandé de lui recopier tout ce qui se passait ici. Et je recevais des félicitations de MPLA, tout ça. Donc, vous voyez que sur le plan de la réflexion, on est très avancé. Sur le plan, le Congo-Brazzaville disait un ami, il me dit, mais ce pays, le Congo ici, a plus d'intellectuels que nous ici. Et comment ça se fait que ces intellectuels, on ne les voit pas? C'est la question fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pays n'est pas dirigé par les intelligences. Alors, comment faire que, entendons-nous bien, les intelligences ne veulent pas dire nécessairement des gens qui ont été à l'université. Ici, l'intelligence, c'est l'intelligence politique globale du pays. L'intelligence pour comprendre le pays. Parce que nous, l'intelligence doit comprendre qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas juriste. C'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, j'ai absolument besoin de dire non. J'ai besoin des juristes pour me dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais les gens qui n'ont pas étudié n'ont pas besoin de sentir l'importance des juristes. Quand vous devez faire les problèmes de la vaccination, tout médecin que je suis, moi je me réfère au virologue, au vaccinologue. Mais quand vous n'avez pas fait des études, dire que moi j'ai une spécialité, ma spécialité à moi, du fait que je connais beaucoup, ce qui fait que les autres qui ont fait la même spécialité connaissent beaucoup que moi je ne connais pas. Donc je dois bien. Donc ce problème-là est un problème très complexe. Très complexe. Et c'est ce chemin qu'on est en train de chercher un peu partout. C'est les réflexions qu'on est en train de faire ici, s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Mais comment ça va arriver, ça vraiment, c'est difficile de le prédire. Plateau pour parler de la Renaissance. C'était ça, sa proposition. Vous avez eu votre réponse. C'est ouvert. Et toujours avec
beaucoup d'intelligence. Pour l'exagérer toujours. Moi j'ai reçu les grands, le professeur Yambirungu au moment où j'étais... C'était Mobutu m'avait lâché. Alors, comme ils étaient de l'opposition, je leur ai dit, mes chers amis, vous voulez ma mort, vous ne voulez pas ma mort, mettez un petit bémol dans votre truc. Et ça s'est très bien passé. Et grâce à leur émission, le lendemain, Mobutu a dit à Kitutu, non, le type là revient. J'avais été accusé d'être de l'opposition parce que tout simplement dans le bus, j'avais dit, si je quitte ici, dans le bus, on rigolait. Et on était allé m'accuser pour ça. J'étais convaincu que je ne l'avais pas vraiment quitté. Grâce à mon adresse. Dieu soit. C'est de votre présence, ces retrouvailles, et surtout la réflexion que nous avons partagée ensemble sur l'avenir et le devenir de notre pays. Et la chance énorme que nous avons de continuer à prendre à la source. Il était là, à la table ronde, et il est encore là, toujours prêt à partager ses connaissances et ses expériences avec la jeunesse. Merci beaucoup à chacun, merci beaucoup Papa Jonas pour votre présence continue parmi nous. Merci professeur. Et merci au grand journaliste qui a accepté avec la générosité que nous lui connaissons d'organiser une émission avec autour, sur son plateau, des éminents professeurs et politiciens de sommes que nous avons ici. Merci encore à tous et bon retour. Merci. C'est nous qui vous remercions parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se serait passé si le patriarche avait fait une discrimination positive, par exemple en embauchant que des gens des nouvelles. Mais je pense que vous avez fait nommer des ministres, il n'y en a pas qui soient des nouvelles. Voilà, donc c'est ça que je me posais la question, parce que j'ai l'impression quand même que nous avons une certaine éthique quelque part. Parce qu'on n'a pas raconté nos expériences. Moi, si je raconte, mais là, partout où j'ai travaillé avec des politiques, je n'ai jamais achevé un mandat. Jamais. Mais parce que je ne suis pas dans leur moule. Oui, je ne suis pas dans leur logiciel. Alors que ce que je fais de bon, mais ils considèrent que c'est mauvais et que moi j'écarte de la liste additive, par exemple, comme pour ce qu'on appelle le fictif, que moi je l'écarte, que moi je rentre l'argent qui reste de reliquat de pays, que je rentre ça à la Banque nationale. Tout ça, ça n'a jamais plu aux gens. Et c'est fini, à la fin, on coupe ton mandat. Bah oui, mais on n'a pas eu beaucoup de temps de parler de nous-mêmes. Ça n'arrive pas. Elle est là. C'est ça. Donc c'est pourquoi je dis au patriarche, c'était peut-être que s'il avait enfoncé beaucoup. Mais comme vous avez vu, c'était une occasion mémorable. Tout le monde était content. Mes collègues professeurs avec qui nous étions très jeunes comme doctorants à Leuven sont venus. Et elle, c'est notre fille, c'est notre filleule. Elle a été avec nous, elle était encore toute petite à Leuven. Elle est maintenant mère, grand-mère elle-même et elle n'a pas pu amener ses enfants. Ce sera pour une prochaine occasion. Mais c'était une belle rencontre, c'était des belles retrouvailles et nous avons échangé notamment sur ce que nous devrions faire, nous qui avons eu la chance, le privilège d'étudier ailleurs, notamment à Leuven, et
nous nous sommes sentis interpellés en ce qui concerne le prochain, c'est-à-dire ce cycle électoral, pour voir comment et ce que nous devrions faire pour contribuer à renverser la vapeur afin d'amorcer la transformation de notre pays en Eldorado africain. Nous avons eu l'idée d'organiser ces retrouvailles, nous les avons à dessein limité à ceux de ma génération, à ceux qui étaient avec moi à Leuven dans les années 70-90. Et tout de suite, les autres se sont dit, mais pourquoi cette discrimination? Donc, organiser des retrouvailles pour l'ensemble, nous sommes nombreux à être passés par Leuven ou par Louvain, et la Belgique étant un petit pays, nous espérons bien qu'on pourra organiser des retrouvailles de ce genre pour tous les anciens de Belgique, pourquoi pas. Le petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que j'invite avec insistance toutes les personnes de ma génération de constater que très souvent, et en particulier nous les professeurs, nous constatons les déficits parmi nos étudiants. Et c'est très courant parmi les professeurs de blâmer ces jeunes pour leurs insuffisances. Mais nous devons nous rendre compte que ces jeunes sont les produits de ce que nous, leurs parents, nous, leurs formateurs, nous avons fait. Ils ne peuvent pas, la plus belle fille du monde, comme on dit, ne peut donner que ce qu'elle a. Et ces enfants, ces jeunes, aujourd'hui, ne donnent que ce qu'ils ont. Si leur formation, leur éducation est déficiente, c'est la faute à nous, leurs parents. Ce n'est pas la faute à eux. Ce sont des victimes. Et nous devons, à partir d'aujourd'hui, à mon avis, pas être complaisants avec les jeunes. Moi, je ne suis pas complaisant avec les jeunes. Mais je leur fais comprendre que nos insuffisances, notre défaillance ne justifie pas qu'ils baissent les bras et qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont des efforts importants à fournir pour se mettre à niveau. C'est pour ça que la résolution, l'opérationnalisation du service militaire obligatoire est notre cheval de bataille. Parce qu'à travers l'armée, les jeunes Congolais apprendront la discipline, apprendront l'obéissance, apprendront l'amour du travail bien fait dans une armée réelle. Parce que vous me direz, j'entends les autres dire, oui, mais ce n'est pas avec cette armée que nous avons. Bien sûr, nous devons redresser la barre, nous devons redresser, mais nous ne pouvons pas nous contenter de dire que l'armée étant ce qu'elle est, concevoir le service militaire obligatoire pour le jeune Congolais devrait être remis aux calendes grecques. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.